que tu nous as préparé. Et puis, on se permettra aussi, évidemment, de te poser des questions. Alors, vas-y. Voilà. Donc, moi, je suis docteur en médecine depuis 1973. J'ai d'abord été généraliste à la campagne. J'ai très vite remarqué que la vaccination systématique des enfants déclenchait des catastrophes. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai commencé à remettre en cause le problème des vaccins. Et j'ai fini par comprendre véritablement la nocivité de ces produits au bout de 6 ans à peu près quand même. Il m'a fallu 6 ans. Ensuite, je me suis installé comme homéopathe dans le Vaucluse à Orange, où j'ai sévi jusqu'en avril 1996. Et vous vous souvenez probablement qu'en 1994, l'État français a lancé la campagne de vaccination hépatite B dans les collèges et les lycées. Et donc là, je suis parti en guerre, véritablement, contre les vaccins, en écrivant à mes confrères du Vaucluse dans un premier temps, pour leur demander d'être prudents, et ensuite en demandant à l'Ordre des médecins de relayer ma lettre à toute la France. Donc la réponse de l'Ordre des médecins, ça a été de porter plainte contre moi devant l'Ordre des médecins, c'est-à-dire devant lui-même. Et j'ai eu 2 ans de débats très houleux entre 94 et 96. Bon, c'est vrai que j'ai pas été tendre à l'époque. J'avais certainement des conflits personnels à régler, en particulier avec mon père. Et donc, l'Ordre des médecins, c'était un père virtuel. Donc, il s'en est pris plein la tronche, ça c'est clair. Je les ai traités de tout. Et j'ai failli être interné psychiatriquement, d'ailleurs. Ça a été une des péripéties. Voilà. Et puis au bout de 2 ans, donc j'ai été jugé et radié à vie pour délit d'opinion. Et je comprends très bien et j'apprécie d'une certaine manière parce que d'une part, ce que je n'avais pas compris avant, c'est que le vaccin n'est pas un acte médical. On en a la preuve aujourd'hui encore plus, mais c'est un acte politique. Et ça a toujours été un acte politique. Et par conséquent, quelque part, c'est quelque chose de très très important pour l'Ordre des médecins de défendre la politique sanitaire nationale. Donc, c'était obligatoire que je sois sanctionné très lourdement par rapport à ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a ouvert les yeux. Et ça m'a permis, bon, j'ai eu des opportunités, des synchronicités extraordinaires. J'ai rencontré Claude Sabat à l'époque. J'ai rencontré Gilbert Crussol qui m'a fait découvrir la vitamine C, qui m'a fait découvrir les microzymas, Béchamp et tout ça. Voilà. Et puis petit à petit, donc, j'ai avancé dans ce sens-là. Et ça m'a permis de découvrir une autre façon de vivre la vie, de vivre la maladie et de vivre la guérison. Voilà, c'est donc de ça que je vais vous parler ce soir. Bien. Et ton activité actuelle, c'est quoi? Donc, je sais que tu as été en Espagne pendant quelques années. Tu viens de me dire que tu étais revenu en France depuis 3 ans. Ton activité actuellement, c'est quoi? Voilà, mon activité actuellement, c'est le point mort. À part les cours, je donne des cours par correspondance. Mais sinon, jusqu'au 30 septembre 2020, je travaillais comme psychothérapeute et j'accueillais des gens que j'accompagnais dans leur processus de guérison en leur donnant des conseils. La psychothérapie, j'ai le droit de la faire selon l'ordre des médecins, malgré que je n'ai pas le droit d'exercer la médecine, j'ai le droit d'exercer la psychothérapie. Voilà. Et puis le 30 septembre, il y en a eu une première en mai 2017 en Espagne, ce qui nous a fait revenir en France puisqu'on n'avait plus le droit de travailler en Espagne. Et donc là, à nouveau, descente de gendarmerie, 3 jours de garde à vue, prison, enfin tutti quanti. On a été traités comme des gangsters avec des 8 heures dans une salle à cochons d'une saleté répugnante, entassée dans 3 mètres carrés à 5 ou 6 personnes, enfin dans des conditions effroyables. Voilà. Et puis ensuite, pour me faire entendre dire que je n'avais absolument plus le droit de donner le moindre conseil personnalisé à qui que ce soit, de faire la moindre formation en présentiel et de ne pas quitter le département et évidemment, je dois aller pointer toutes les semaines à la gendarmerie la plus proche, etc., etc. Donc, on est en phase d'instruction
on a eu connaissance du dossier d'accusation, ce qui est diligenté par la Mévilus, c'est-à-dire l'organisation anti-secte, l'UNADEFI, etc., et puis par l'Ordre des médecins de Gironde, de Seine-et-Marne, etc., de Haute-Garonne. Enfin, il y a 3 ordres des médecins qui sont portés partie civile. Voilà, donc nous sommes accusés d'abuser de la faiblesse des gens, etc., etc. Enfin, voilà, donc c'est très joyeux. Donc bon, ça a été vraiment, on a été un peu sidéré. Enfin, j'ai été vraiment un peu sidéré sur le coup. Et puis petit à petit, j'ai découvert que bon, après tout, je pourrais essayer de donner des cours par correspondance. Donc, comme ce que je vais vous expliquer ce soir, à savoir les microzymas, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour faire face à la crise actuelle, pour essayer de contrebalancer la terreur qui est véhiculée par les médias et les politiques. J'ai offert le premier cours sur les microzymas, donc c'est une 50aine de pages, et c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que si quelqu'un veut recevoir ces cours, il suffit qu'il m'envoie un mail, c'est en PDF, c'est en format PDF, donc c'est par Internet, il suffit qu'il m'envoie un mail sur mon adresse mail, et il recevra par retour le cours sur les microzymas. Et puis, bon, sur le plan financier, c'est clair que c'était très très dur, mais j'ai réussi à obtenir l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, donc on surnage à peu près. Et puis, maintenant, je propose un cours sur la psychosomatique, mais cette fois-ci, je demande un peu des sous. Voilà. Est-ce que je lance les images pour toi? Alors, quand on va commencer, oui, si tu veux, si je m'y mets maintenant, d'accord. C'est à toi. Alors, voilà. Donc, on pourrait intituler cette micro-conférence « Les virus, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ?» Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un virus officiellement? Officiellement, un virus, c'est quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas non plus mort, qui n'est pas non plus minéral. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des protéines, c'est de l'ADN, c'est des informations génétiques qui seraient véhiculées dans une capsule. Cette capsule inoculerait ce contenu à l'intérieur d'une cellule et ça obligerait la cellule à fabriquer de nouveaux virus et à aller contaminer le reste de l'organisme. Alors la question, est-ce que tout cela est vrai? Est-ce qu'on a vu réellement des virus ou est-ce qu'on se moque du monde quelque part? On peut dire un petit peu, si vous voulez, bon, je vous donne cette image du journal du CNRS. Donc, le journal du CNRS, c'est réservé aux scientifiques du CNRS, c'est-à-dire pour des gens hyper compétents, hyper scientifiques. Donc, c'est un journal qui est paru en 2004. Et donc, il y avait tout un article sur les nouveaux virus. Et alors, vous avez tout en haut, donc, cette pelote faite au crochet, ce serait le virus du sida. Voilà. Si tu veux bien revenir en arrière, donc le fil à gauche du mot virus, c'est le virus Ebola, et en bas à droite, c'est le virus de la grippe. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des images de cette taille-là, pour pouvoir les obtenir, il faut utiliser le microscope électronique à des grossissements colossaux, il n'y a pas de couleur, et il n'y a absolument rien à voir avec ce genre de dessin ou de montage au crochet. Le virus du sida, dans cette histoire-là, c'est fait manifestement au crochet. Hein, donc, est-ce qu'on a vu un jour un virus? Il faut savoir que chaque fois qu'on obtient éventuellement des images de virus réels, objectives au microscope électronique, eh bien, en fait, ce sont des microzymas. Voilà. Et donc ça, c'est important. Donc les microzymas, on va aborder ça un petit peu plus tard. Ce que je voudrais vous dire avant, c'est que dire qu'une maladie est provoquée par une bactérie ou un virus, ça sous-entend qu'on a mis en œuvre ce qu'on appelle le postulat de Koch. Robert Koch, qui était un médecin contemporain de Béchamp, de Pasteur, etc. Et ce postulat de Koch est extrêmement important parce que, en fait, il n'a jamais été démontré pour les maladies virales. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu démontrer que la moindre maladie virale était provoquée par un virus.
Voilà. Pour pouvoir démontrer qu'une bactérie ou un virus serait responsable d'une maladie, il faut le retrouver en quantité énorme chez un individu malade, le récupérer, l'isoler, le réinoculer à un animal sain, ensuite voir apparaître la maladie chez l'animal sain et pouvoir retrouver le même agent infectieux chez l'animal infecté artificiellement. Donc, ceci n'a jamais été vérifié pour la moindre maladie virale, que ce soit la grippe, que ce soit la rougeole, que ce soit la rubéole, que ce soit la varicelle, etc. Jamais, ou le sida, bien sûr, hein, jamais personne n'a visualisé objectivement, sérieusement, de virus. Pas plus Luc Montagnier, pas plus... jamais, hein, jamais personne n'a pu visualiser un virus. Et quand je vous dis, quand par hasard on voit une image de virus, en fait, c'est un microzyma. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les microzymas? Donc, il faut savoir qu'à l'époque de M. Pasteur, il y avait deux personnalités extrêmement importantes, deux personnalités vraiment fondamentales au niveau scientifique. C'était M. Pasteur, bien sûr, que tout le monde connaît, et qui a été littéralement déifié. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire que la médecine n'est plus une science, elle n'est plus qu'une religion, et elle a un sacrement. Hein, vous savez que toutes les religions, ou presque toutes les religions, ont un sacrement. Les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens, c'est à la messe, etc. Voilà. Même les Cathares, ils avaient le consolamentum. Voilà. Eh bien, la religion médicale a un sacrement, c'est le vaccin. Donc, on ne va pas parler de ça. Je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Je pense que vous en entendez assez au travers de votre émission. Mais voilà. Donc, c'est important de savoir que, quelque part, Pasteur a mis en œuvre cette religion médicale moderne et elle est toujours en action aujourd'hui. C'est une véritable impasse. Il n'y a évidemment, c'est une véritable... Quelque part, c'est déjà un génocide, donc depuis 1890 à peu près. Hein, ça n'a jamais cessé parce que avec cette théorie de Pasteur, qui est la théorie que la maladie est provoquée par des bactéries ou des virus qui vous agressent et qui vous démolissent de l'intérieur, eh bien, on est parti sur des voies thérapeutiques complètement erronées et on laisse mourir des gens. En cancérologie officielle, c'est une véritable hécatombe parce qu'on n'a rien compris à la cancérologie. Bon, à l'époque de Béchamp et Pasteur, personne n'y connaissait rien, mais au XXe siècle, on a eu le docteur Hammer qui a quand même fait un travail extraordinaire et qui nous a permis de bien comprendre qu'est-ce que c'est que la psychosomatique et comment ça fonctionne. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très très importantes, qui permettraient de guérir, peut-être pas 95% des gens, mais au moins 70-80% des malades en général, et en faisant complètement abstraction de ces histoires de guerre bactériologique et virale. Voilà, donc ça c'est pour remettre en place le personnage de Pasteur. Et à l'époque, il y avait donc un véritable savant qui était le professeur Antoine Béchamp. Bon, je ne veux pas vous raconter la vie de Béchamp, on n'a pas le temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Béchamp est né en 1816, il est mort en 1908, donc il a vécu 92 ans quand même, c'est déjà pas mal. C'était un chercheur extraordinaire. Alors, contrairement à Pasteur, quand Pasteur faisait une expérience, il la faisait une fois. Si l'expérience allait dans son sens, tout le monde était content. Si l'expérience démentait ses théories, c'est qu'elle avait été mal faite. Mais de toute façon, il avait raison, c'est même pas la peine de la refaire. Voilà, ça, c'était le système, la technique de travail de M. Pasteur. Quand Béchamp faisait une expérience, il l'a répétée 50 fois dans des conditions strictement identiques et 50 fois en variant les conditions de l'expérience, en mettant plus d'oxygène, en mettant plus de sucre, en mettant plus de protéines, etc., etc. Donc, chaque fois que Béchamp arrivait à une conclusion, il avait véritablement la preuve absolue qu'il avait... Il était arrivé à une certitude absolue. Et là, on était vraiment dans un processus scientifique. Et Béchamp a fait des milliers d'expériences tout au long de sa vie, qu'il a raconté, qu'il a expliqué dans un livre énorme qui fait plus de 1000 pages, qui s'appelle Les microzymas. Et c'est un livre que j'ai résumé, que vous pouvez retrouver sur mon site et qui est ramené à une centaine de pages, c'est déjà pas mal, avec tous les protocoles des expérimentations qu'on peut refaire et vérifier, on peut en vérifier la réalité. Hein. Voilà. Donc, comment a travaillé Béchamp? Il faut se remettre un tout petit peu dans le contexte.
À l'époque, au 19e siècle, c'était le début de la révolution industrielle, c'était le début de l'exode rural, c'était des populations entières qui se retrouvaient exportées et concentrées dans des zones qui étaient très insalubres, avec évidemment énormément de maladies, et tout ça pour la course à l'argent. C'était le début de cette course à l'argent effrénée qui dure depuis et qui, je l'espère, va se clôturer avec cette crise du coronavirus aujourd'hui, parce qu'il faut en sortir, quoi. On est dans un mépris de la vie, de l'univers aujourd'hui qui est scandaleux, hein. Voilà, donc c'était déjà cette course à l'argent et la santé de ces ouvriers était déplorable. Il y avait bien sûr des pollutions extraordinaires. Aujourd'hui, on y fait un petit peu attention, à l'époque pas du tout. Donc c'était vraiment extrêmement une situation très très préoccupante sur le plan sanitaire au niveau national, quoi, hein. Voilà. Et en même temps, cette explosion industrielle, ça a un petit peu monté la tête de tout le monde. Et en particulier, les scientifiques ont voulu absolument démontrer que la vie pouvait apparaître sans créateur, sans qu'il y ait une intelligence à l'origine de cette organisation vivante, hein. Donc, c'est ce qu'on appelait la théorie de la génération spontanée. Voilà. Donc, pour vous donner en 2 mots la théorie de la génération spontanée, vous prenez votre voiture, vous la démontez en pièces détachées, vous dessoudez toutes les tôles, vous défaites tout ce qui peut être défait, et vous n'oubliez aucune pièce. Vous mettez toutes les pièces en vrac dans une grande boîte. Quand toutes ces pièces sont en vrac dans la grande boîte, vous fermez la boîte de manière étanche, et alors là, vous avez le droit de la secouer autant de milliards de fois dans tous les sens, d'y faire passer des rayons X, d'y faire passer n'importe quoi, des arcs électriques, ce que vous voulez, et quand vous ouvrez la boîte, la voiture est en état de rouler. Alors, c'est ça, hein, c'est un véritable délire, mais pour les scientifiques de l'époque, il fallait démontrer, il fallait se débarrasser de cette église catholique qui a empuanté l'atmosphère et qui avait déclenché ces problèmes avec Galilée, avec l'Inquisition, avec toutes ces salades abominables. Bon, donc il fallait s'en débarrasser. Donc tous les scientifiques de l'époque cherchaient à démontrer que la vie organisée pouvait apparaître spontanément. Et donc Béchamp s'est penché sur la question, bien sûr, lui aussi. Alors, il était catholique, hein, il était chrétien et croyant, mais bon, après chacun a ses croyances, hein. Voilà. Donc Béchamp, lui, et les scientifiques de l'époque travaillaient sur les fermentations. Et il disait, si vous laissez un jus de raisin ou une soupe de légumes sur la paillasse d'une cuisine, au bout de quelques temps, il y a des bulles qui apparaissent et quand on regarde au microscope, on voit des bactéries qui n'y étaient pas au départ. Et par conséquent, Béchamp a commencé à examiner et à essayer de comprendre pourquoi ces fermentations avaient lieu. Et il s'est très vite rendu compte que chaque fois qu'il y avait fermentation, c'est parce qu'il y avait eu contamination, contagion en quelque sorte, de ce milieu par des moisissures transportées par les poussières de l'air. Voilà. Alors, à partir de là, il a fait des analyses, il a vérifié, et puis un jour, il s'est rendu compte que les fermentations avaient lieu sans apparition des moisissures. Et il n'y avait rien de particulier à première vue dans son tube à essai. Et alors, il a examiné un peu plus à fond son tube à effet, et il a constaté que tout au fond, il y avait un tout petit dépôt blanc. Et il est allé regarder ce dépôt blanc. Et c'est là qu'il a découvert ces fameux microzymas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microzyma? Il y a travaillé pendant plus de 50 ans et il les a étudiés de façon absolument rigoureuse et scientifique, vérifiable, et absolument, c'est impossible de contester ces découvertes tellement elles sont établies sur la réalité et l'expérimentation. Donc, ces microzymas, ce sont des microcellules, donc qui ont à peu près approximativement la taille des virus, c'est-à-dire entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Donc c'est vraiment des très petits. Et donc il a étudié ces microzymas et il a constaté que ce sont ces microzymas qui synthétisent les enzymes ou zymases, c'est pour ça qu'il les a appelés microzymas, qui permettent les transformations chimiques à l'intérieur des corps organisés, que ce soit des animaux, des insectes, des végétaux, c'est toujours pareil, hein.
Il a constaté que ce sont ces microzymas qui bâtissent les cellules. Les cellules ne se multiplient pas, contrairement à ce que l'on croit habituellement. Elles sont bâties, elles sont construites par des microzymas qui s'assemblent pour construire la membrane cellulaire et puis ensuite qui créent, qui construisent à l'intérieur, avec des matériaux, des protéines, etc., les différentes structures intracellulaires. Voilà, ce sont ces microzymas qui, bravo, merci, qui à partir de là vont construire les corps organisés en mettant en place une trame de fibres conjonctives et de fibres élastiques qu'ils vont maintenir solidement et en sécrétant à l'intérieur de cette trame un gel colloïdal plus ou moins liquide, dans le sang c'est liquide, dans l'os évidemment c'est solide. Voilà, donc il y a toutes les variantes. Et à l'intérieur de cette trame, on peut observer absolument partout dans le corps des microzymas qui se promènent librement, et puis d'autres qui s'assemblent pour construire des cellules, et puis d'autres qui s'assemblent pour construire éventuellement des bactéries. Alors tout ça est bien sûr lié avec la qualité du milieu intérieur au niveau bioélectronique, au niveau nutriments, etc., etc. Voilà. Donc ces microzymas, il faut savoir qu'ils ont été redécouverts à la fin du XXe siècle, mais pas par des biologistes, par des géologues. Et c'est ça qui est étrange. Ces géologues ont redécouvert les microzymas dans de la craie fossile, dans du calcaire, dans des choses comme ça, et également dans les coquillages et tout ça. Et ils ont constaté qu'on retrouvait ces microzymas dans les plaques de cholestérol, dans les calculs rénaux, et donc ils sont venus en parler à des biologistes. Voilà. Et puis, aujourd'hui, bien sûr, nous disposons du microscope électronique, et donc ils ont pu examiner ces microzymas à un grossissement beaucoup plus important. Et vous avez en particulier à droite une photographie de microzymas faite par l'équipe du professeur Philippa Uwins, U-W-I-N-S, en Australie. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'on découvre qu'il y a un cristal de silicium au cœur de chaque microzyma, qu'il y a un milieu intérieur, on peut appeler un cytoplasme, comme pour les cellules, qu'il y a une membrane cellulaire, et donc c'est déjà absolument extraordinaire. Et puis en plus, cette équipe a testé pour savoir s'il y avait éventuellement de l'ADN à l'intérieur. Eh bien, les réactifs ADN sont positifs. Alors, ça aussi, on pourra en parler rapidement. Il faut savoir que on nous parle sans cesse de manipulation génétique et tout ça, mais aujourd'hui, manipulation génétique, ça n'existe pas. Hein, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est strictement impossible de manipuler quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il faut savoir que la première photographie d'ADN qui ait jamais été faite, ça a été une équipe de chercheurs italiens en décembre 2012. Hein, si tu veux passer la diapo suivante après, Oui. à la fin. Encore plus loin. C'est là. Voilà. C'est la première photographie d'ADN qui a pu être faite. C'est une photographie au microscope électronique et donc, bien sûr, sur du matériel mort. Donc, comment voulez-vous que des gens puissent aller manipuler ou séquencer ce genre de choses, puisqu'on est toujours sur du mort et on ne peut pas s'amuser, on n'a de toute façon pas d'outils suffisamment fins pour aller découper un fragment de ce brin et aller le déplacer et le coller ailleurs. Donc là aussi, on nous raconte beaucoup de salades, quoi, hein. Voilà, donc tout ça pour vous présenter un peu les microzymas. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, chaque fois que des biologistes sérieux observent des soi-disant virus, eh bien, lorsqu'on y regarde de près, on constate que ce sont des microzymas et rien d'autre que des microzymas. Donc, les maladies virales n'ont absolument rien à voir avec l'existence d'un agent agressif qui viendrait de l'extérieur et qui viendrait vous agresser. Alors, il y a une autre notion qu'il faut savoir quand même, qui a été complètement occultée par l'histoire, et probablement par Big Pharma qui était déjà en place à l'époque, c'est que sur son lit de mort, Monsieur Louis Pasteur reconnaît devant son ami, le docteur Renon, qu'il s'est trompé. Quelque part, c'est véritablement une conversion. Il reconnaît que le microbe n'est rien et que le terrain est tout. Donc la maladie n'est jamais
provoquée par un microbe. Et ça, c'est important de comprendre cette notion-là. La maladie, il y a des microbes. Mais vous savez très bien qu'un tas de fumier est entouré de mouches. Mais ce ne sont pas les mouches qui ont fabriqué le tas de fumier. Il faut bien comprendre cette notion-là. Imaginez émettre l'hypothèse que des mouches pourraient fabriquer un tas de fumier ou que des virus pourraient déclencher une maladie, c'est aussi absurde dans un sens que dans l'autre. La maladie n'a rien à voir avec une agression bactériologique et virale. Et ça, Béchamp l'a démontré de manière absolument scientifique et rigoureuse. Il a expliqué que chaque fois qu'une bactérie apparaît, elle est endogène. Bien sûr, elles peuvent venir de l'extérieur, auquel cas elles ne restent pas. Elles savent qu'elles ne sont pas chez elles et elles repartent. Ça aussi, Béchamp l'a démontré. Une maladie, des bactéries à l'intérieur de votre corps sont toujours endogènes, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Ce sont nos microzymas qui bâtissent ces bactéries. Et ces bactéries, on le sait aujourd'hui avec la psychosomatique, elles ont pour fonction de nous guérir, en général, de processus cancéreux passés inaperçus. Donc ce n'est jamais gratuit, les bactéries sont bénéfiques, elles sont là pour la vie. Il faut savoir aussi qu'à l'intérieur des intestins, nous avons un véritable organe bactérien, la flore intestinale, c'est un véritable organe à part entière, donc c'est extrêmement important et ça fait partie des organes. Nous avons un cœur, un intestin et la flore intestinale. Il faut le mettre sur le même niveau que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie dans ces conditions-là ? Et bon, Béchamp n'a pas pu répondre à l'époque à toutes les questions, mais il a pu démontrer des choses importantes, et en particulier qu'une bactérie étrangère ne peut se développer à l'intérieur d'un organisme qui n'est pas le sien que si on l'inocule avec son milieu pathologique, son milieu maladif, ce que Béchamp appelait la dyscrasie, c'est-à-dire vraiment un état anormal. Voilà, donc quand on fait un vaccin contre la variole, quand on fait un vaccin contre le BCG, on inocule non seulement la bactérie, mais également le milieu dyscrasique correspondant. Et à l'intérieur, tant que ce milieu dyscrasique persiste, le temps que vos propres microzymas puissent l'évacuer, là, les microzymas étrangers peuvent survivre quelque temps. Mais très vite, ils vont s'en aller. Et c'est pour ça d'ailleurs que les greffes ne restent pas sans qu'il y ait un traitement de chimiothérapie mortifère en même temps. C'est pour ça que la greffe n'est jamais une bonne solution, parce que les gens greffés sont obligés de prendre en permanence une chimiothérapie, c'est-à-dire que ce sont des morts vivants. Bon, on dirait aujourd'hui avec le masque, c'est un peu pareil. On est tous plus ou moins des morts vivants. Voilà, donc je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question, grosso modo. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que je vous parlais tout à l'heure de cette théorie de la génération spontanée, qui bien sûr est totalement absurde. Et s'il n'y a pas génération spontanée, ça veut dire qu'il y a une intelligence, une organisation, donc une idée derrière l'organisation. Et cette intelligence, bien évidemment, a fait de véritables chefs-d'œuvre. Toutes les créatures sur Terre sont des chefs-d'œuvre. Et on peut dire que l'être humain est certainement sur cette planète le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et comment peut-on imaginer que cette intelligence ait pu en même temps construire des bactéries ou des virus pour venir nous détruire et nous démolir. Donc je crois qu'il faut chercher la cause de la maladie ailleurs. La cause de la maladie, elle est toujours liée soit à des carences en vitamines, soit à des empoisonnements, soit à bien sûr des erreurs alimentaires majeures, soit à des problèmes psychosomatiques. Et donc là, c'est tout un monde. On va peut-être pas rentrer ce soir dans cette dimension-là parce que j'en ai pour très très longtemps. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut savoir que, en général, une pathologie, un cancer n'est jamais grave, jamais mortel, si on respecte un certain nombre de conditions fondamentales, à la fois diététiques, vitaminiques, ce que j'appelle les conditions de la réparation, le repos, l'eau, le sucre. Il y a énormément de choses dont on a besoin pour que nos microzymas puissent travailler correctement, construire les
cancer quand on en a besoin parce que c'est pour nous sauver la vie, les démonter quand ils ne sont plus nécessaires. Donc c'est là que apparaît ce qu'on appelle la maladie, et c'est là qu'on a la fièvre, qu'on a l'inflammation, qu'on a des douleurs, et c'est malheureusement là la plupart du temps qu'on consulte les cancérologues et qui vont bloquer le processus de guérison avec leur chimiothérapie, leur radiothérapie, leur mutilation épouvantable, etc. Voilà. Donc il faut vraiment tout repenser, cette médecine, et il faut en faire une science. Mais pour l'instant, c'est pas une science, c'est une religion. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Alain. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit cristal de silicium qui est à l'intérieur de chaque microzyma, à mon avis, hein, ça c'est des hypothèses, hein, il faudrait arriver à le démontrer, mais il faudrait un matériel beaucoup plus important que ce dont je peux disposer. À mon avis, ce cristal permet au microzyma de lire les informations. Et il y a deux types d'informations qu'il peut lire. Des informations qui sont présentes à l'intérieur même du microzyma, dans son cytoplasme, qui correspondent très probablement aux informations génétiques héréditaires. Et puis, il y a les informations qui sont à l'extérieur du microzyma, dans son environnement. Et donc, évidemment, il y a les ondes électromagnétiques, il y a toutes ces choses-là, mais il y a effectivement aussi les aliments, et pas seulement la nature chimique des aliments, mais aussi la souffrance des animaux qui ont quelque part qui ont été maltraités, qui ont été comme les élevages en batterie ou toutes ces choses-là. Eh bien, cette souffrance, on se la récupère. Et avec mon épouse Brigitte, depuis quelques mois, on fait extrêmement attention à être de plus en plus végétarien. Et c'est vrai qu'il y a énormément de douleurs musculaires, tendineuses, arthritiques qui ont totalement disparu en quelques mois, simplement parce que on n'ingère pas cette souffrance animale. Et c'est pareil je pense, c'est pareil avec les plantes. Si vous consommez des plantes qui ont été forcées, qui ont été objetisées quelque part, hein, c'est-à-dire transformées en objet de production et rien d'autre, eh bien, automatiquement, vous allez récupérer cette souffrance. Vos microzymas vont être dans une situation de crispation et ça va se traduire absolument à tous les niveaux. Oui, alors moi, attends, Tal, il faut… Voilà, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la notion du pléiomorphisme bactérien? Le fait que les virus, les bactéries, ça change. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ils ne changent pas. Les bactéries sont des assemblages de microzymas. Lorsqu'elles ont fini leur travail, en fait, c'est un petit peu comme des machines-outils. Elles sont bâties en fonction du chantier qu'elles ont à faire. Donc, si elles ont à démonter, par exemple, une tumeur du poumon ou une tumeur du rein ou des choses comme ça, les microzymas vont construire des bacilles tuberculeux. Lorsque le travail de démontage sera terminé, ces bacilles tuberculeux vont redevenir des microzymas isolés. Et ces microzymas isolés, ils peuvent être appelés à faire un autre démontage. Par exemple, s'il y a eu une cystite et un problème d'ulcération de l'intérieur de la vessie, après, pour la reconstruction, il faut un échafaudage muqueux. Cet échafaudage muqueux, il doit être éliminé à la fin. Et lorsqu'il est éliminé, pour l'éliminer, les microzymas battent des colibacilles. Donc, chaque fois, ça repasse par le stade microzyma. Ce n'est jamais un bacille tuberculeux qui devient un colibacille. Ça passe toujours par le stade microzyma et les bactéries sont construites en fonction du chantier et de l'origine embryologique du tissu, etc., etc. Donc là, il y a plein d'éléments que le docteur Hammer nous a apportés qui sont absolument remarquables. Alors moi, j'avais une autre question, Alain, et je t'avais prévu que j'allais te poser cette question, mais alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce qu'on appelle les épidémies? Parce que moi, je me souviens quand j'étais petit que mes parents m'avaient mis avec d'autres enfants qui avaient la rougeole en même temps et on avait fait une grande rougeole party et effectivement, ça marche. C'est-à-dire que tous les enfants deviennent rougeoleux en même temps. Mes 3 filles qui n'ont jamais été vaccinées
parce que grâce à des personnes comme Sylvie Simon, j'ai compris, alors que j'étais futur père de famille pour la première fois il y a 35 ans de cela, j'ai compris que je n'allais jamais vacciner mes enfants, mais mes 3 filles ont fait la coqueluche en même temps. C'est-à-dire que c'était assez drôle de voir que les 3 en même temps ont fait leur coqueluche et les 3 ont guéri en même temps. Alors, comment est-ce que, avec cette vision de Béchamp, cette vision finalement je dirais, je ne sais pas si on peut dire l'inexistence des virus, mais en tout cas, il y a l'existence des microzymas. Comment est-ce que tu expliques les phénomènes épidémiques? Alors, il y a plusieurs cas. Hein. Tu vois, le premier cas, c'est la notion de mimétisme. Un bon bailleur est capable de faire bailler une salle entière. Alors, la rougeole, c'est ça. La rougeole, c'est le docteur Hammer a expliqué, il a compris et démontré que la rougeole, c'était le deuil du sevrage. C'est-à-dire qu'un bébé, surtout lorsqu'il est au sein, un jour, il faut qu'il lâche le sein. Il faut qu'il devienne autonome. Et c'est quelque chose qui est très douloureux pour lui. Et donc, quelque part, il ne va pas tout de suite vivre le deuil. Et il le vit plus tard. Il le vit lorsque, peut-être justement par mimétisme, les copains s'y mettent. Donc, il fait ce deuil. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité de contagion, c'est une contagion par information. C'est-à-dire que des microzymas, par exemple, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre et extrêmement fréquent. Imaginons, si vous comprenez quelque part que la vie intra-utérine pour un bébé, c'est une vie qui est un peu comparable à la nôtre dans cet univers-là. Et lorsque le bébé vient au monde, eh bien, il a peur de mourir. Il vit une véritable peur de la mort. Cette peur de la mort fait que il va développer, avant de naître, un petit cancer pulmonaire. Ce petit cancer pulmonaire, il est gros comme une lentille, d'autant plus que le poumon n'est pas dilaté à ce moment-là. Et donc, lorsqu'il va venir au monde, il vient au monde avec ce petit cancer pulmonaire. Et ce cancer pulmonaire n'est absolument pas gênant. Un cancer pulmonaire, c'est un petit poumon au fonctionnement turbo, c'est-à-dire qui est capable de récupérer encore plus d'oxygène qu'un poumon normal. Donc, c'est tout à fait bénéfique. Voilà. Mais il n'en a plus besoin. Une fois qu'il est né, une fois qu'il n'a plus cette peur de la mort, il va pouvoir démonter ce petit cancer. Et il ne va pas le faire tout de suite, normalement. Il ne va pas le faire tout de suite parce que les 9 premiers mois de la vie, il a autre chose à faire. Les microzymas, ils travaillent à faire grandir ce bébé. Il faut savoir qu'un bébé mesure environ 50 cm à la naissance, il va grandir de 5 cm par mois en moyenne. 5 cm par mois à partir de 50 cm. Imaginez, si vous faites une règle de 3, vous comparez à un adolescent, imaginez qu'un adolescent qui mesure 1,50 m grandisse de 15 cm par mois, il sera complètement épuisé, il sera grabataire, il ne pourra même pas soulever la tête. Donc, le bébé, à sa naissance, il doit s'occuper de grandir. Et il ne faut pas l'embêter à ce moment-là. Il faut lui foutre la paix, il faut le laisser tranquille, le laisser faire cette période de croissance qui dure 9 mois. C'est une période de croissance absolument colossale. Voilà. Et après, entre 9 mois et 10 ans, il va faire une petite tuberculose pulmonaire pour éliminer ce petit cancer dont il n'a plus besoin. Et c'est là où c'est important de comprendre que si on fait un BCG, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait un BCG? On inocule non seulement du bacille tuberculeux, mais également le milieu dyscrasique où ce bacille tuberculeux a été récupéré, qui est sur les vaches en général. Hein. Voilà. Donc ce milieu dyscrasique, accompagné de ces bacilles tuberculeux, c'est-à-dire de microzymas étrangers, ont inscrit en eux cette information, comment on fait pour démonter une tumeur du poumon. Et quelque part, ça va stimuler, ça va donner cette information aux microzymas de l'enfant. Et comme les microzymas de l'enfant, ils ont autre chose à faire, mais on leur dit, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est un petit peu comme si on faisait un lavage de cerveau. C'est le moment, il faut faire disparaître ce petit cancer pulmonaire.
Voilà. Et à ce moment-là, ce sont des enfants qu'on appelle tuberculiniques chez les homéopathes parce qu'ils sont sans arrêt malades, parce qu'évidemment, dans ces conditions, ils vont se retrouver en carence majeure de vitamines, parce que faire à la fois la croissance et faire à la fois le démontage de cette tumeur, c'est pas le moment. Donc, c'est vraiment très mauvais. Donc ça, c'est la contagion par transfert d'informations. Ensuite, expliquer les épidémies, c'est encore autre chose. Bon, vous savez que chaque année, il y a des grippes, sauf en 2020, évidemment. En 2020, il n'y a pas eu de grippe, on le sait. Il n'y a pas eu de grippe, non, effectivement. C'est absolument merveilleux. Hein. La grippe a été éradiquée par le Covid, c'est génial. Quoi. Bon, mais on s'est bien moqué de nous. Bon, basta. Chaque année, il y a des grippes. Qu'est-ce que ça veut dire la grippe? La grippe, en psychosomatique, c'est quelque chose m'a pompé l'air. Et qu'est-ce que c'est qui nous pompe l'air? Hein, qu'est-ce que c'est qui va pomper l'air d'un peuple entier, d'un pays comme la France, de la planète entière? Eh ben, ça va être des problèmes climatiques, ça va être des problèmes géopolitiques, ça va être des problèmes carrément sociaux ou politiques, peu importe. Mais il y a toujours des choses qui nous pompent l'air. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'elle a lieu, la grippe? Elle a lieu au printemps, comme par hasard. Hein, la fin de l'hiver et le début du printemps. Pourquoi? Parce que c'est la renaissance de la vie. Et parce que les gens lâchent prise. Et donc, ils guérissent. Quelque part, la grippe, c'est un processus de guérison. Hein, voilà. Et pourquoi peut-être la grippe Covid a été plus importante que les autres? Je crois que c'est clair. Depuis l'élection en mai 2017 de notre actuel dictateur, jamais la situation sociale n'a été aussi grave. Et c'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas pour rien. Et donc, et quelque part, Hammer explique qu'il y a des situations, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Il y a des situations qui sont puantes, qui sont nauséabondes, virtuellement, bien sûr. Et dans ce cas-là, le cerveau ordonne le démontage de l'organe olfactif et on se retrouve dans ce qu'on appelle l'anosmie, c'est-à-dire on n'a plus d'odorat. Voilà, je crois que c'est ce qui explique très bien la spécificité de cette grippe de 2020. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc il y a les trois choses. Il y a le mimétisme, la dyscrasie qui transmet une information, et puis un conflit généralisé qui guérit au même moment parce qu'il y a une reprise de l'espoir, de la vie, de la puissance, le cycle de la vie qui repart. Quoi. On a envoyé un fond de flacon du vaccin Pfizer et j'ai regardé ça au microscope à fond noir. C'est hallucinant. Il y a de tout dedans. Il y a des particules métalliques, il y a du muscle, probablement d'embryon, humain ou autre. Je ne sais pas interpréter. On a envoyé le film à un spécialiste en Espagne, un grand professeur en Espagne. On aura peut-être bientôt des résultats. Mais c'est invraisemblable, quoi. Il faudrait que vous nous envoyiez la composition. Super. Merci beaucoup à tous. Ce que je voudrais dire, c'est que, bon, j'ai l'impression que on focalise sur les vaccins, sur les morts, sur les cas, sur des choses comme ça. Et je crois que si on veut vraiment sortir un jour de tout ce fatras et retrouver un monde plus juste, plus fraternel, plus libre, plus respectueux, il faut vraiment sortir de ce mythe de la guerre bactériologique et virale. Et revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire remettre en avant l'hygiène de vie, la psychosomatique, les vitamines, etc.